Après la présentation de quelques principes généraux, voyons comment le système énergétique du corps humain est intégré à la matrice énergétique universelle. Des informations sur ce domaine sont apparues au cours de fouilles archéologiques en plusieurs lieux de la planète, ce qui montre que la notion de système énergétique existait déjà il y a 5000 ans dans des endroits très différents. Des corps momifiés avec des tatouages placés sur les points importants du circuit énergétique ont été découverts dans le nord de l'Italie, en Amérique du Sud et en Afrique. En Orient, cette science a été bien préservée et transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Les théories orientales supposent qu'il existe un système énergétique qui soutient l'ensemble du corps, ses organes et ses fonctions. C'est une vraie science, assez compliquée, et ceux qui l'étudient ont besoin d'un travail approfondi s'ils veulent intervenir sur des problèmes graves de santé. Mais pour ce que je propose, c'est-à-dire la compréhension spirituelle d'un problème et la pratique d'auto-entretien, je pense que quelques idées de base très importantes sont suffisantes, qui peuvent fournir une compréhension globale. D'autant plus que pour les utiliser en psychothérapie, nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails que connaît un praticien oriental. Tu sais pourquoi? Car lorsque ces techniques sont associées à la parole, plus précisément aux techniques verbales de la thérapie occidentale, le champ énergétique répond de manière appropriée même si les points du corps sont touchés approximativement. L'intention exprimée verbalement améliore considérablement l'efficacité de la technique énergétique. Une fois que nous nous sommes habitués à une telle technique, il suffit d'imaginer que nous avons atteint le point en verbalisant le problème dans notre esprit et cela fonctionne. Une amie, elle le faisait même pendant le sommeil, pour calmer son enfant qui se mettait à pleurer. C'était quelques semaines après l'accouchement. Elle était épuisée et le bébé commençait à devenir irritable. Et plus elle s'inquiétait, plus l'enfant devenait irritable. Je lui ai conseillé de prendre soin d'elle et d'enlever l'inquiétude avec le FT. Puis elle, à moitié endormie, a imaginé qu'elle touchait les points énergétiques recommandés par la technique de libération émotionnelle. La plupart du temps, le bébé se calmait et elle pouvait bien dormir. Si bébé ne se calme pas avec le FT, cela signifie qu'il a vraiment faim et qu'il a besoin d'attention. Parce que ce genre de technique ne masque pas la vérité, là où il y a un vrai problème qui doit être résolu par d'autres moyens. Voici un exemple d'une situation concrète où nous pouvons utiliser les idées abstraites que j'ai présentées dans les articles précédents sur le système énergétique. Ils se retrouvent déjà dans la théorie orientale du système énergétique du corps et deviennent palpables grâce aux pratiques proposées. C'est un système intégré qui vise à s'auto-entretenir tout en maintenant un certain équilibre. Il comprend des sous-systèmes, chacun avec sa propre fonction, qui interagissent et s'influencent mutuellement. La dynamique est l'une de ses caractéristiques de base et par le mouvement. Le système dispose d'une capacité d'autorégulation. Connaissant sa carte et son fonctionnement, nous pouvons intervenir efficacement pour améliorer l'état du corps. J'ai tiré la meilleure compréhension des choses et du fonctionnement du système énergétique humain des livres de Donna Eden, qui prétend avoir la capacité de voir les énergies. En raison de l'efficacité des exercices qu'elle propose, je pense qu'elle a vraiment de grandes capacités de communication avec les énergies. Elle réaffirme l'idée orientale selon laquelle il existe plusieurs sous-systèmes qui agissent selon un rythme commun et communiquent harmonieusement, formant ensemble le système énergétique intégratif du corps humain. Selon Donna Eden, il existe un réseau de base qui prend en charge tous les autres systèmes de l'organisme. C'est l'infrastructure du système énergétique. Ce réseau de base est solide et fondamental, mais il peut être affecté par un traumatisme et ne pas toujours se réparer spontanément. Les autres systèmes énergétiques se développent en s'adaptant à l'état du réseau de base.
Les circuits radiants sont un autre système important qui apparaît également au niveau fondamental du corps et représente le système d'énergie de guérison qui fournit les ressources nécessaires pour soutenir la vie physique et mentale. Ce système peut être comparé à une mère énergétique qui veille, dans son foyer énergétique, à ce que tous les autres membres, systèmes, énergétiques travaillent dans l'intérêt général. Les circuits radiants veillent à intervenir immédiatement en cas de pénurie. Chronologiquement, dans l'évolution de la vie, ils sont apparus avant les méridiens. Les organismes primitifs déplaçaient leurs énergies à travers des circuits radiants. Chez le fœtus, leur émergence est observée avant celle des méridiens, qui apparaissent déjà bien esquissés sur la carte du système énergétique du corps humain. En pratique, leurs énergies sont faciles à activer. En chantant ou par une simple promenade, un état de bonne humeur apparaît déjà. C'est l'émotion de base transmise par les circuits radiants. Les méridiens apparaissent déjà comme une structure mieux marquée. Ce sont des chemins, comme des canaux, à travers lesquels l'énergie circule dans le corps. La technique de l'acupuncture fait appel à la stimulation des méridiens. Ainsi, les maîtres orientaux ont travaillé très sérieusement pour dessiner des cartes montrant les méridiens, et le respect des règles relatives à la stimulation des méridiens est obligatoire pour que le traitement par acupuncture soit efficace. Selon certains textes anciens, le corps contiendrait 350 000 canaux de ce type. D'autres textes indiquent qu'il y aurait 70 000 chaînes. Les méridiens les plus représentatifs sont au nombre de 14 et correspondent à des organes ou des fonctions corporelles importants. Selon la théorie chinoise, sur la base de laquelle la technique de guérison par acupuncture a été créée. Le méridien qui attire le plus l'attention est celui situé sur la ligne médiane du corps, appelé par les Indiens Sushumna, c'est le canal où circule l'énergie de Kundalini. Qu'est-ce que c'est Kundalini ? Kundalini, ce concept présente des valeurs spirituelles, mais ce n'est pas seulement une métaphore, car il a une applicabilité pratique dans les techniques du yoga. Ainsi, à travers l'expérience personnelle sont découverts les aspects concrets du fonctionnement de cette énergie. Kundalini est la force vitale, l'énergie primordiale et absolue qui possède la valence de la Grande Mère. Elle soutient et donne naissance à tout dans l'univers connu selon les anciens textes hindous. La Kundalini est représentée à l'aide de l'image d'un serpent qui dort à la base d'une colonne. À son réveil, elle grimpe le long de cette colonne. Cette énergie correspond au désir pur de l'homme, c'est-à-dire à l'expression de sa volonté vitale. Les différentes théories utilisent divers noms pour ce système que les hindous appellent Sushumna. Donna Eden l'appelle le tressage celtique, ailleurs, il s'appelle le cercle tibétain, et etc. Voyons quelles sont les fonctions du méridien central qui se connecte à tous les autres méridiens et structures énergétiques du corps. Ce méridien est accompagné de deux canaux énergétiques, Ida et Pingala, avec lesquels il forme une structure qui remplit une fonction bien définie, l'unification et la dynamisation d'autres systèmes. Ida Pingala est un système de deux lignes courbes qui se croisent 7 fois chaque point de rencontre correspondant à un chakra, ce qui fait songer à la structure hélicoïdale de l'ATN. De l'activité de ce système tripartite dépend l'activité de toutes les autres structures énergétiques du corps. Selon Donna Eden, ces 13 sont à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Elle recommande d'effectuer des figures en forme de 8 sur ou autour du corps pour reconnecter les énergies, ce qui a pour effet d'augmenter le pouvoir d'auto-équilibrage du corps et d'élimination de la maladie. Lorsque l'énergie circule harmonieusement sur les deux canaux latéraux, l'état de bien-être est naturellement ressenti. Mais lorsqu'un canal est bloqué, il se produit un état d'apathie, de somnolence, de confusion, de gel physique et émotionnel.
Les déséquilibres surviennent généralement en cas de maladie ou, plus généralement, en raison d'un déficit d'activité physique. Je le ressens souvent le matin. C'est pourquoi, parmi les exercices énergétiques que je propose, je porte une attention particulière à ceux qui impliquent l'activation énergétique de cette structure. Quelques exercices pour croiser les mains et ou les jambes, exercices alternatifs de respiration ou de pas croisés ont un effet immédiat sur l'augmentation du niveau d'énergie. Dans la manière occidentale de faire référence au processus du corps humain, l'activité d'Ida Pingala est semblable à celle des hémisphères cérébraux. Et dans l'héritage symbolique occidental, une image identique à l'image orientale de la structure Ida Pingala apparaît. Il s'agit du caducée, que je vais présenter ici pour démontrer l'évolution unitaire de la culture dans la présentation archétypale de certains mouvements de vie. Le caducée est un symbole de la mythologie gréco-égyptienne, selon laquelle le dessin représente le bâton d'Hermès Trismégiste, ou Mercure, correspondant d'Hermès dans la mythologie romaine. Il est un messager entre les dieux et les hommes, c'est pour cela qu'il a des ailes, et un guide des enfers, c'est pour cela qu'il a le bâton. Hermès est aussi le patron des voyageurs. On dit qu'un jour, il utilisa son bâton pour séparer deux serpents en train de se battre, mais qu'ils sont restés autour du bâton, en parfaite harmonie. C'est vrai. Pour un fonctionnement équilibré, il est nécessaire d'harmoniser les deux hémisphères cérébraux, ou les circuits d'énergie Ida et Pingala, c'est-à-dire les énergies complémentaires qui soutiennent le mouvement énergétique général de toutes les fonctions du corps. Après avoir parlé du méridien central, venons à la présentation des autres grands méridiens qui forment le réseau énergétique du corps. 12 grands méridiens soutiennent chaque organe et chaque système physiologique. Immunitaire, nerveux, endocrinien, circulatoire, digestif, lymphatique, osseux et musculaire. Ils soutiennent également le métabolisme et les modifications cellulaires. Certains méridiens sont yin, d'autres sont yang, et ils travaillent ensemble, en binôme. Ainsi, en stimulant un méridien, l'effet touche également automatiquement le méridien associé. Il existe des centaines de réservoirs d'énergie électromagnétique sur les routes des méridiens. Ils sont bien représentés aux extrémités du corps, à la plante des pieds, aux paumes, à la tête, aux oreilles et aux yeux. C'est pourquoi l'on peut stimuler des points dans ces zones pour obtenir des effets sur les organes internes. En outre, un masseur expérimenté développera sa capacité à utiliser les énergies de ses mains. Je sens instinctivement lorsque je dois utiliser le bout de mes doigts, la paume de ma main ou, au contraire, lorsqu'il est temps de m'éloigner du corps pour créer de l'espace. Parfois, le simple fait de toucher légèrement du bout du doigt produit des effets surprenants. Car le méridien de ce doigt projette sa force en se connectant à la force du méridien stimulé. Un autre système important dans le fonctionnement énergétique du corps est le système à 5 éléments ou 5 rythmes. C'est une vibration qui traverse tous les systèmes énergétiques, qui en donne le ton et l'état, et qui définit l'atmosphère de la vie vécue. Dans la tradition orientale, la définition de ces rythmes s'exprime par analogie avec les 5 éléments constitutifs du fondement de l'univers: eau, bois, feu, métal et terre. Et l'analogie avec les saisons suggère les caractéristiques de cette vibration énergétique. Dans le corps humain, chacun des 5 éléments est affecté à des organes et à des méridiens. De plus, chaque type de rythme est associé à une certaine émotion. Schématiquement, ce système peut être présenté comme dans cette image. Regarde l'image. J'en arrive maintenant à la présentation des chakras. J'ai remarqué qu'il existait en Occident un intérêt particulier pour cet aspect de la question énergétique et que le grand public semblait mieux le connaître.
Peut-être est-il plus facile à comprendre du point de vue de notre culture, car il exprime beaucoup de l'aspect de la vie psychique et relationnelle de l'homme. Les chakras sont des centres d'énergie concentrés, placés de la base de la colonne vertébrale au sommet de la tête. Sur le corps, l'emplacement de chaque chakra correspond à celui d'une glande endocrine importante. Les chakras ont un mouvement rotatif et intégrateur, ils enveloppent les organes internes de leur énergie. Mais s'étendent au-delà du corps. Ils ont donc une fonction importante dans les processus énergétiques de communication et d'échange avec l'extérieur. Les 7 chakras principaux ont des fonctions majeures pour le corps humain, mais ils correspondent également aux aspects psychiques de la personnalité humaine. Les chakras retiennent et impriment en leur énergie les informations de chaque événement de la vie de la personne. Leur développement et leur équilibre expriment assez bien la maturité émotionnelle de la personnalité. Cette fonction correspond quelque peu à la fonction du subconscient, comme définie par Freud. J'ai remarqué que l'analyse des chakras peut correspondre à une analyse de l'archétype patronnant chaque période importante du développement de la personnalité humaine. Je vais brièvement introduire ici les 7 chakras et leur signification archétypale ainsi que l'âge auquel cet archétype est particulièrement associé. Car, une fois que l'énergie archétypale est activée, elle agit pour toujours. Mais dans le cas d'une analyse personnelle ou d'une programmation mentale, il est bon de travailler sur les ressources. Parfois, il faut activer une ressource pour améliorer un comportement inefficace. Ensuite, il est bon de travailler sur le schéma mental qui soutient la manifestation comportementale. J'ai choisi une présentation bipolaire qui permet de voir plus facilement quelle est l'émotion bloquante, quel genre de sentiment on veut éliminer et quel état on veut atteindre. Muladhara, chakra racine, représente l'unité, mais aussi la fermeture, l'autisme. Il correspond au moment de la conception et représente l'environnement familial et social natal. Ce chakra alimente des sentiments de sécurité ou d'insécurité et les émotions associées sont la joie et la tristesse. Swadhisthana, chakra sacré, représente le moteur du mouvement, mais aussi l'émergence du conflit. Il correspond à la période prénatale, jusqu'à 2 ans. Le sentiment associé est l'harmonie avec le rythme de la vie et ses émotions spécifiques sont le plaisir et la peur. Manipura, chakra du plexus solaire, représente le chakra du pouvoir personnel. C'est le lieu où s'effectue l'échange d'énergie entre l'individu et le monde. La digestion est le mot juste pour les métamorphoses qui s'opèrent dans cette partie du corps et ses circuits énergétiques. C'est là que la nourriture est digérée, l'eau est purifiée et intégrée, mais la même chose se produit avec les informations et les énergies éthériques de l'extérieur. Les énergies transgénérationnelles y sont également digérées. Il s'agit d'un processus d'individualisation et de définition de son propre rôle. Les complexes psychiques propres à ces circuits s'activent pendant 2 et 3 ans, les sentiments associés sont le bravoure, héroïsme et la honte, les émotions associées sont l'enthousiasme et la colère. Anahata, chakra du cœur, représente la structure, l'organisation, la sécurité, la protection, mais aussi la séparation, la mort, correspond à la période de 3 à 7 ans. Les sentiments associés sont l'acceptation de l'existence ou de l'amour, et la haine, les émotions associées sont l'altruisme et la culpabilité. Ce point énergétique a un rôle de catalyseur. Ici, les tendances instinctives qui montent des chakras inférieurs rencontrent les vibrations de la conscience propres aux chakras supérieurs, qui descendent vers le centre de l'être. Le mariage de Shiva et Shakti est la métaphore appropriée pour définir ce lieu énergétique. Et leur enfant est l'âme humaine elle-même.
De nombreuses traditions disent que l'âme vit dans le cœur, en termes simples et se référant à une expérience perceptible, c'est un sentiment de perception de sa propre existence qui, au niveau du 7e chakra, Sahasrara se révélera comme un sentiment de valeur personnelle. Ainsi, une fois l'existence personnelle perçue, la question de son expression se pose. Cela se produit à travers les énergies du chakra de la gorge, Vishuddha. C'est le chakra de la responsabilité, qui soutient l'expression de la volonté personnelle. Ces énergies ont la capacité de faire la sélection et d'exprimer la vérité. C'est ainsi qu'apparaît le pouvoir d'autorisation. Ce sont des énergies qui se connectent aux enseignements. Dans la métaphore hindoue, la déesse de ce chakra se connecte au gourou approprié. Ce système énergétique correspond à la période de 7 à 15 ans, les sentiments associés sont le courage et la timidité. Les émotions qui lui sont associées sont la satisfaction et à l'opposé, c'est la critique, l'insatisfaction, l'hypocrisie. Ajna, le chakra du 3e œil est le lieu énergétique qui gère le processus de prise de conscience. D'ici on voit. Quoi ? On voit la réalité bipolaire des manifestations de la vie sous une forme si claire que sa seule solution est d'accepter la vie telle qu'elle est, mais cette acceptation déclenche automatiquement le processus de réconciliation entre les parties opposées et elles sont ainsi intégrées dans un tout. Ajna Chakra est par excellence intégratif. Il correspond à l'âge de 16 ans, considéré comme l'âge qui ouvre la voie à la maturité. Le sentiment positif associé à ce chakra est la conscience de soi, et le sentiment négatif est une fausse image de soi exprimée par l'arrogance. Les émotions de ce chakra sont la lucidité ou la confusion. En fait, ce chakra englobe pratiquement toute la palette émotionnelle provenant des autres chakras et les intègre, créant ainsi la voie pour comprendre ce qui est important. Sahasrara, le chakra couronne, ou je l'appellerai le chakra royal, car c'est le lieu énergétique qui catalyse les énergies des autres chakras et sur cette base, nous révèle la valeur personnelle. C'est-à-dire il nous montre le divin humain. Grâce à la valeur personnelle, nous nous connectons aux valeurs universelles. C'est donc le chakra de la spiritualité. Les sentiments positifs de ce chakra sont la dignité, la souveraineté, et l'aspect négatif est un mysticisme illusoire, quelque chose associé à la métaphore du démon qui se prend pour le maître de la terre. Les émotions associées sont l'estime, l'appréciation ou le mépris. Voilà les éléments du schéma des 7 principes qui représentent l'échelle d'accomplissement. Je les mentionne ici, car la présentation du système énergétique du corps humain l'exige et qu'ils ont de nombreuses implications pratiques dans la vie actuelle. En développement personnel, le chiffre 7 représente un cycle épanoui, achevé. Le chiffre 8 est considéré, dans les théories ésotériques, comme un symbole de renaissance, c'est-à-dire le passage à un niveau supérieur dans lequel les ressources précédemment accumulées reçoivent une autre nuance de qualité. Kali, la noire et agressive, devient Gauri, la blanche et très pacifique, qui pardonne et sauve, selon les mythes hindous. Dans le tarot, la 8e carte est la force, représentée par l'image d'une vierge qui ferme doucement, mais avec détermination, la gueule d'un lion. En fait, j'ai remarqué que les 21 cartes qui représentent les arcanes principaux sont organisées en 3 cycles de 7, représentant le même processus de création, mais à différents niveaux qui se révèlent progressivement. Allons plus loin dans la présentation du système énergétique du corps humain. Toutes les informations contenues dans les systèmes énergétiques du corps humain décrits précédemment sont projetées dans la coquille énergétique externe du corps, appelée aura. C'est une résultante intégrative de ces informations. L'aura est une coque multicouche et énergique dotée d'une fonction d'échange et de protection. L'aura transmet l'énergie du chakra vers l'extérieur et attire une énergie compatible de l'environnement. Les pratiquants expérimentés sont capables de saisir visuellement l'aura.
Le phénomène est déjà entré dans les études des scientifiques qui effectuent des mesures neurophysiologiques de l'aura. Et il semble que ces mesures correspondent à ce que disent les praticiens de l'énergie à ce sujet. Quand je fais un massage énergétique sans contact, je travaille d'abord sur l'aura, même si je reçois des messages d'autres systèmes, s'il y a un problème quelque part. En fait, la connexion entre les différents sous-systèmes d'énergie du corps est très bien faite. Donc, en stimulant une certaine partie, c'est l'ensemble du système qui est automatiquement activé. Bien sûr, cela est plus évident pour les systèmes proches les uns des autres. L'extension de l'aura peut être réalisée à l'aide d'exercices très simples et à la portée de tous. Et si son espace est agrandi, cela crée automatiquement les conditions d'une autorégulation du système. En conclusion, le système du corps humain est un ensemble de sous-systèmes, chacun ayant sa fonction, qui agissent ensemble dans une dynamique d'interconnexion. Si l'on remplace le terme sous-système par celui d'archétype, ce sont alors des archétypes qui expriment des tendances et qui, dans leur dynamique, interagissent et se chevauchent, quelque part dans le contenu qu'ils gèrent. Le symbole qui m'inspire pour exprimer cette idée est la partie centrale du tantra de la déesse. Le yantra est utilisé par les hindous comme support graphique de méditation. Le triangle est le symbole de la dynamique, du mouvement créatif. Il y a ici beaucoup de triangles qui se chevauchent et sont basculés vers le haut ou vers le bas. En fait, l'image veut suggérer qu'il existe une infinité d'interférences, ce qui traduit la dynamique créée par les relations entre les différentes forces archétypales. Dans les poèmes hindous consacrés à certaines divinités, qui utilisent plusieurs des noms attribués à ces divinités, le même sentiment d'interférence est créé. Un poème particulier choisit un nom spécifique comme point de référence, en fonction de l'emplacement des autres noms. Il y a des noms qui sont utilisés pour toutes les divinités, mais chaque poème choisit d'attirer l'attention sur l'un d'eux. En fait, n'importe lequel entre eux peut devenir un point de référence à tout moment. Cela dépend du type de pouvoir qu'on a l'intention d'activer à travers ce poème. La technique fonctionne même sans utiliser de métaphore hindoue. Il suffit d'exprimer la représentation liée au phénomène spirituel dont on a besoin, et cela commence à fonctionner. Cette action mentale, associée à une technique qui active les énergies, donne des résultats remarquables. Il est cependant nécessaire d'utiliser une technique appropriée pour persuader le subconscient d'agir dans la direction indiquée. Parce que le subconscient a la clé de notre accès aux ressources universelles. C'est pourquoi je lui porterai une attention particulière dans l'un des chapitres suivants. Cependant, en utilisant des techniques énergétiques, notre subconscient réagit et les résultats obtenus semblent parfois provenir d'un espace magique, paranormal. Mais il ne s'agit que d'utiliser efficacement nos propres ressources dans cette relation avec les énergies universelles.